toi aussi. Hein. Alors simplement, toutes nos conférences sont enregistrées pour que vous puissiez les revoir sur notre site. On ne va pas commencer tout de suite l'enregistrement parce que... Voilà, donc, bien sûr, je n'ai pas de micro. Mais si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, sinon vous dites tout de suite que j'essaye de lever un petit peu la voix, mais après elle devient un peu stridente, hein, donc vous entendez plus, mais c'est plus désagréable. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette bonne heure que j'ai à disposition, donc Enza m'a donné une bonne heure pour un petit peu vous expliciter la police genevoise au cœur de la cité. Et c'est vrai que j'ai repris cette image de police et de l'origine du mot police, politeia, donc qui démontre très bien comment la police est à l'intérieur, au cœur de la cité. Et depuis que j'ai pris mes fonctions en 2006, je me suis vraiment attelée à ce que quand on parle de la police, on parle de notre police, on parle de ma police, pour véritablement à ce que les Genevois puissent être fiers de leur police et qu'il n'y ait pas une grande distance entre la police qui doit vous servir et vous protéger et la population. Donc ça, c'est pour moi aussi, c'était quelque chose de très important. Évidemment, ça ne dépend pas seulement des Genevois que nous servons, mais ça dépend aussi des performances qui sont livrées par nos policiers. Et je vous parlerai aussi un petit peu de ce que nous avons mis en place par rapport à ça. Aujourd'hui, je vais parler de différents sujets. Avant tout, donc le Genève, donc l'environnement particulier dans lequel on se trouve, et également, comme ça a été bien mis en évidence tout au début, il n'y a pas que Genève. Genève, c'est au milieu pas au milieu du monde, pas peut-être au centre, mais au milieu du monde. Et par conséquent, ce que nous faisons ici doit aussi prendre en considération cette donnée internationale. Après, donc, quelques chiffres sur la police genevoise, combien nous sommes, comment ça va, comment est-ce qu'on recrute. Quelques chiffres de notre activité, tout simplement que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on fait au jour le jour, comment les choses elles évoluent, quel est notre champ d'activité. Quelques également chiffres sur la criminalité, intéressant de voir comment les choses elles se mettent en place. Et pour moi aussi, c'est aussi important de finir avec le diagnostic local de sécurité. Pour moi, il est très important puisque quand on est à la tête de la police, on a tout un tas de chiffres divers et variés sur la criminalité, sur le trafic de stupes, etc., etc. Et pour moi, il est aussi important d'avoir des indicateurs par rapport à la population. La population, qu'est-ce qu'elle pense de la police genevoise? Est-ce qu'elle pense qu'on fait un bon travail? Est-ce qu'on devrait être plus présent? Comment est-ce qu'on devrait être présent? Etc., etc. Et ça, c'est un sondage que nous effectuons chaque 3 ans avec bien sûr des résultats. Et par la suite, il y a des plans d'action pour encore nous améliorer. Et là, vous verrez qu'on s'est quand même, sur beaucoup de points, quand même amélioré. Et pour moi, il est aussi important, pas seulement d'avoir des bons chiffres de la criminalité, mais également que la police elle soit appréciée, que le travail de la police, que l'image de la police soit bien acceptée au sein de la population genevoise. Alors, avant tout, l'environnement très particulier de Genève, et celui-là, il va toujours rester, c'est la grande frontière que nous avons avec les Français, donc 105 km de frontière avec les Français, 4,5 km avec la Suisse. Et donc, évidemment, le travail que nous déployons au jour le jour, on a des contacts quotidiens avec nos collègues de la gendarmerie et de la police française. Donc c'est juste une évidence qui dépend de la situation géographique et c'est quelque chose de très particulier de notre police puisque effectivement les autres cantons trouvent que nous sommes toujours un petit peu distants du reste de la Suisse, mais c'est vrai que l'activité que nous déployons elle est plutôt tournée vers la France et évidemment quand vous devez travailler avec la France, vous n'avez pas les mêmes bases légales, vous n'avez pas le même ordre juridique, mais nous essayons toujours avec nos camarades d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. On essaye toujours d'être très inventif pour pouvoir être
encore plus efficace. Il y a 6 ans, on a mis sur pied ce qu'on appelle une brigade opérationnelle mixte, c'est-à-dire ces 3 policiers genevois qui travaillent en masse et qui font du travail de renseignement qui nous est extrêmement utile, puisque la France, elle est beaucoup utilisée comme base arrière, par exemple, pour le trafic de stupes ou bien pour faire du recel des cambriolages qui sont faits sur notre territoire. Après, effectivement, vous voyez les chiffres par rapport aux habitants et le nombre d'étrangers qui résident sur notre territoire, également très important. Mais ce qui est vraiment pour nous un challenge, ce sont les flux pendulaires journaliers. Si vous prenez la carte de la Suisse et vous prenez toutes les personnes qui rentrent en Suisse par jour pour travailler, un quart rentre à Genève. Donc si vous mettez ça en perspective, c'est énorme, puisque vous avez bien sûr le Tessin aussi, avec ce grand flux transfrontalier, mais surtout les frontaliers qui rentrent chez nous, un quart. Donc à Genève, c'est beaucoup. Et c'est vrai qu'on a une population diurne qui est très très différente de la population nocturne. Et pour nous, c'est un vrai challenge en termes avant tout de circulation routière, hein, puisque évidemment, ça donne quand même, comme vous le savez, quelques problèmes. Aussi beaucoup d'activités autour de l'aéroport international de Genève. Donc ici, je vous ai mis les chiffres de 2019. Puisque les chiffres de 2020 et 2021 n'ont pas encore fortement affectés par le Covid. Et donc, c'est bel et bien la cible là, que nous devons essayer d'atteindre et puis dépasser. Donc moi, j'ai aussi une unité à la police qui ne traite que des problématiques aéroportuaires et diplomatiques. Aussi, ce qu'on appelle la Genève internationale. La Genève internationale. Et ça, c'est véritablement notre marque de fabrique. Vous voyez quelques chiffres par rapport au nombre d'organisations internationales, les missions permanentes. Ce qui est intéressant, c'est quand même 258 000 délégués qui viennent à des conférences, donc chaque année, et 32 000 diplomates. Ce qui veut dire aussi que nous, à la police genevoise, on doit être quand même extrêmement pointu et au courant de toutes les subtilités juridiques par rapport aux immunités diplomatiques, par rapport aux privilèges diplomatiques, parce que comme vous le savez, un petit incident genevois dans le monde diplomatique, ça peut vous donner un gros problème à niveau international. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui nous guide tout le temps. C'est vraiment le souci de garder cette attractivité de Genève. Nous avons des contrats avec la Confédération, un contrat avec la Confédération qui met une attention particulière sur Genève et sur tout ce qui se passe à Genève. Et c'est vrai qu'en termes diplomatiques, nous sommes en concurrence avec New York et on est en concurrence également avec Vienne. Mais c'est vrai qu'on a ici un grand avantage que j'essaye toujours de garder, c'est-à-dire la faculté que nous avons à la police genevoise de mettre sur pied des conférences, des sommets dans des temps relativement courts. Et c'est ça qui fait la différence entre ce qu'on peut offrir en Suisse et ce qu'on peut offrir par exemple à New York ou à Vienne. Vous avez sorti là, au début la fameuse photo de la conférence de presse Biden-Poutine qui a eu lieu le 16 juin 2021. Donc il faut savoir qu'on a eu 3 semaines et demie pour préparer ce sommet. 3 semaines et demie. Et donc dans ces conditions, il n'y a pas beaucoup de police qui sont en mesure de le faire. C'est clair que ça a aussi des effets un petit peu pervers parce que pendant ces 3 semaines et demie, il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en veilleuse. Et donc, c'est peut-être une façon de travailler que nous ne pourrions pas tellement faire si nous étions dans le privé. Hein, parce qu'on ne peut pas tellement dire à tous les autres clients, écoutez, j'ai un truc à faire, donc on ne s'occupe pas de votre dossier. Ça, évidemment, on peut le faire, mais ça va aussi, et ça je tiens à le dire, ça va aussi parce que
on a aussi un gouvernement qui comprend ceci. Et particulièrement, donc, mon chef, M. Poggia, quand il y a un événement de cette envergure, il comprend très bien que les règles étatiques, on ne peut pas les suivre. Donc là, on est complètement dehors des règles étatiques, il n'y a plus de voie de service. Ce n'est pas qu'on fait n'importe quoi, mais en quelque sorte, si je dois avoir une passerelle, je ne peux pas commencer à faire le projet, le soumettre, et puis l'autre il dit oui, l'autre il dit non. On commande, c'est terminé, on signe, on n'a pas les prérogatives, ben tant pis. Et ça doit être compris, parce que c'est aussi ça le prix que nous devons payer pour pouvoir garder Genève attractive. Là-dedans, comme vous le savez, il y a beaucoup de boîtes de sécurité privées qui nous aident dans ce type d'événement, mais on a aussi l'armée. Et l'armée suisse, je peux vous dire qu'elle est bien devenue réactive par rapport à ça, puisque dans le passé, elle était beaucoup dans la planification. Et maintenant, quand on a un sommet comme ça, ils sont réactifs, ils travaillent avec nous, ils veulent nous soutenir. Donc, véritablement, on a des conditions qui sont presque parfaites par rapport à ces sommets. Mais quand on parle effectivement de Genève, on ne peut pas seulement parler de notre frontière, etc. On est dans un contexte mondial qui est quand même extrêmement complexe. Là, vous voyez le retour des grandes puissances, donc Amérique, Chine, Russie. Il y a donc des menaces qui sont liées aux problématiques migratoires. Ici, vous voyez beaucoup de conflits internationaux, la prolifération de certaines armes, espionnage, donc un gros souci à Genève. Donc, quand on parle d'espionnage en Suisse, on parle de Genève, avec les différentes représentations diplomatiques. Comme vous le savez, derrière tous les diplomates, ils se cachent, pas derrière tous les diplomates, derrière certains diplomates. Il se cache quand même certaines personnes qui s'adonnent à l'espionnage. Et c'est quelque chose que maintenant nous savons, évidemment. Et on sait aussi que quand il y a des sommets comme Biden-Poutine, un des problèmes majeurs, c'est véritablement celui de l'espionnage. Et donc, ça commence par le policier. Le policier ne doit pas se faire hacker son portable, il ne doit pas être sur un Wi-Fi, etc., etc. Donc ça fait partie de toutes les instructions qui sont données à nos collaborateurs parce que, évidemment, on pense toujours à grande problématique d'espionnage. Et là, on a vu que, évidemment, les gens, les espions vont se prendre aux maillons les plus faibles. Et puis, ce ne sont pas les dirigeants, ce sont les collaborateurs qui n'ont pas de grade particulier, mais qui peuvent avoir accès sans trop de problèmes à des informations intéressantes. Et donc là, il s'agit également d'instruire nos collaborateurs sur les contacts qu'ils doivent avoir avec différents pays, de rester extrêmement attentifs par rapport à leurs requêtes et donc de nous aviser s'il y a des demandes un petit peu bizarres ou qui sortent de l'ordinaire qui arrivent sur la table. Parce qu'effectivement, vous avez des espions de l'ex-pays de l'Est et compagnie, ils sont quand même très forts, il faut le dire. Opérations d'influence, donc on a vu des opérations qui tendent à vouloir changer, influencer l'opinion publique. Les problématiques d'extrémisme violent, que ce soit extrémisme de droite, extrémisme de gauche, donc je vais y revenir dessus. Terrorisme, là aussi, je vais y revenir. Et également toutes ces problématiques cyber qui nous occupent déjà aujourd'hui beaucoup et qui vont continuer à nous occuper encore plus. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai à disposition à la police genevoise? À la police genevoise, aujourd'hui, donc j'ai un état-major qui est composé de ses chefs de service. Donc le major Schmutz qui est en charge en fait des 2 premières années de formation. La direction des opérations, le major, donc lieutenant-colonel
Luc Brock, qui doit coordonner toutes les opérations au niveau de la police de grande envergure et également traiter de tout ce qui a à faire avec la gestion du renseignement. Direction de la stratégie, M. Didier Fradevaux est un sociologue et pour moi il est extrêmement important parce qu'il me donne en tout cas des indications par rapport à la société, comment la société évolue et comment nous, police genevoise, devons nous adapter à ces évolutions de la société. Direction des finances, bien sûr incontournable, sur lesquelles je ne vais pas aller plus en détail, support et logistique, donc tout ce qui est armement, ressources humaines, donc gestion du personnel et formation, et chef de la police judiciaire, qui a sa police judiciaire qui est divisée en sections thématiques. Le chef de la police routière, donc le major Pull, où lui aussi, donc il a plusieurs sections, dont une section pour les affaires de circulation extrêmement graves. Chef de la police internationale qui s'occupe de tout l'aéroport et également de la migration et du milieu diplomatique. La chef de la police de proximité, la major Karine Ducommun, qui elle a un service qui est plutôt divisé, pas par thème, mais par secteur géographique, et le chef de police secours qui traite lui aussi de la réponse d'urgence pour les appels du public. Combien de policiers nous avons aujourd'hui? Policiers, en fait, on est fin 2021 à 1509. ASP 3 et 4, ce sont des assistants de sécurité publique qui sont armés. On en a donc 190. La plupart de ces personnels font la protection des ambassades. Personnel administratif et technique, donc on a des secrétaires, on a des juristes, on a également des criminalistes. Donc là, on est 394, ce qui vous donne un total de 2093. Nous avons profité des années passées pour augmenter les personnels de la police genevoise. Donc par rapport à 2012, on a augmenté en 10 ans de l'ordre de 19%. Et je pense que maintenant, ça va être un petit peu fini, puisque nous sommes plutôt sur des écoles de police qui se font pour renouveler le personnel qui part à la retraite. Il est toujours intéressant de voir la densité policière, donc de se comparer. Et là, vous voyez les 3 cantons où il y a la plus grande densité policière. Le premier étant le Tessin, avec un policier pour 301 habitants. En deuxième, il y a Bâle-Ville, avec un policier pour 313 habitants. Et en troisième position, il y a Genève, avec un policier pour 336. Et vous voyez que par rapport à la moyenne suisse, où il y a environ 20 000 policiers et un policier pour 447 habitants, c'est clair que nous sommes en fait en canton qui a une densité policière qui est très élevée. Et juste voir, à Bâle-Ville et Genève, on a véritablement beaucoup de choses en commun, d'un point de vue de l'organisation de la police et également d'un point de vue de la criminalité. Quand vous regardez un petit peu comment les choses elles évoluent, beaucoup de fois, on voit les mêmes évolutions à Bâle-Ville et à Genève de façon tout à fait étonnante. Voilà, quelques chiffres de l'activité. Alors, qu'est-ce que nous faisons au jour le jour? Là, vous voyez les appels qui arrivent à notre centrale d'engagement. L'année passée, on a répondu à 192 000 appels. 2020, on en avait plus, environ 200 000. Et vu que l'année 2020, elle a été vraiment beaucoup influencée par le Covid, je me posais la question pourquoi on avait tout ça, pourquoi on avait tous ces appels. Et c'est vrai qu'en décortiquant un petit peu les typologies, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont téléphoné à notre centrale pour avoir des informations sur les ordonnances Covid, sur les directives Covid et tout. Donc, ce n'était pas tout à fait une centrale d'urgence parfois.
Mais voilà, quand vous êtes ouvert 24 heures sur 24, après, c'est le prix à payer. Donc là, on arrive sur des chiffres qui sont donc tout à fait un petit peu comme les années précédentes. 192 000 appels à notre centrale d'engagement. Et quand vous appelez à la centrale d'engagement, il y a un certain nombre d'appels qui donnent quand même lieu à des interventions. Et là, il y a eu 81 000 interventions, ce qui fait donc environ 526 par jour. Ce qui est très bien parce que effectivement, quand vous parlez de centrale d'engagement, vous devez voir un petit peu tout ce qui nous arrive en fait, hein, des appels divers et variés. Entre ceux, quand par exemple le CERN annonce qu'ils vont faire un test, il y a je ne sais pas combien de personnes qui vont téléphoner en disant « l'apocalypse arrive ». On va tous sauter en l'air. Après, il y a des personnes qui sont très affectionnées à notre centrale d'engagement et ils téléphonent aussi pour des peines de cœur ou comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu la vie de notre centrale d'engagement. Et là-dedans, effectivement, il faut qu'on mette en évidence les appels pour lesquels on doit aller d'urgence. Donc si je dis ça, c'est parce que nos opérateurs des centrales d'engagement, ils ont véritablement beaucoup de mérite parce qu'ils doivent vraiment bien décortiquer en face de quoi ils sont et puis engager les moyens qu'il faut. Aussi, un chiffre qui paraît intéressant à mon sens, ce sont ce qu'on appelle les mises à disposition du ministère public ou du tribunal des mineurs. C'est un terme un peu qui sort du code de procédure pénale. On peut, Olivier Journeau n'étant pas là, on peut le dire, on peut abréger ça par arrestation. Voilà. Et donc, vous voyez également qu'en 2021, on a eu plus que 5000 personnes qui ont été mises à disposition, donc voire arrêtées par la police genevoise. Évidemment, les chiffres des années précédentes sont plus élevés, mais on le verra aussi que la criminalité était beaucoup plus conséquente dans les années précédentes. Aussi, quelque chose peut-être qu'on a la tendance à oublier. Quand on fait des stats, on parle beaucoup de cambriolage et d'autres infractions. Et là, il faut voir qu'il y a une partie non négligeable de la police genevoise dont l'activité est vouée à encadrer les manifestations. Donc, la police donne des préavis d'autorisation de manifestation. En 2021, on a fourni 1340 préavis pour des manifestations. Et il y a dans 394 de ces manifestations, nous avons dû mettre en service de police. La plupart des fois, c'est de la circulation, mais ça peut être aussi de la protection personnelle. Et il y a également plusieurs manifestations dans lesquelles il n'y a pas d'encadrement policier. Tout simplement, peut-être, c'est 3 personnes qui déambulent avec une pancarte. Donc là, effectivement, il n'y a pas tout à fait besoin d'encadrement policier. Mais si vous voyez, c'est quand même conséquent d'avoir 1340 préavis d'autorisation. Il faut dire que presque dans tous les cas, le département y donne suite. Donc, nos préavis d'autorisation se transforment en manifestations. Donc, ça fait pas mal d'autorisations par année et pas mal de dispositifs policiers pour encadrer ces manifestations. Évidemment, on a des manifestations pour lesquelles il y a besoin d'un encadrement policier. Par exemple, ici, vous voyez une manifestation de l'extrême, donc extrémisme violent de gauche. Évidemment, on a la même chose avec l'extrémisme violent de droite. Et je dirais que là, nous sommes face à des manifestations que nous connaissons, c'est-à-dire où il peut y avoir du
comment dire, du maintien de l'ordre, il y a des black blocs, il y a des casseurs ou pas des casseurs, mais on connaît. Tandis que là, en fait, pour ces groupes de défense des droits des animaux et les activistes écologistes, ben, c'est des autres façons de travailler. Donc c'est un autre, je veux dire, c'est pas un adversaire, c'est un autre type de manifestant. Et évidemment, les actions policières doivent aussi prendre en considération toute cette panoplie d'opérations différentes et surtout savoir comment on fait. Parce que autant quand nous avons des black blocs, c'est-à-dire des casseurs qui commencent à s'organiser et à tout casser, ben, vous les interpellez, suivi judiciaire et tout ça. Tandis que là, nous avons en face des gens qui sont plutôt calmes, voilà, donc souriants, vous les voyez, qui bloquent quand même la circulation, d'accord, mais ils ne sont pas violents en fait, ils sont juste là pour manifester leurs opinions. Et comme on fait, nous, d'un point de vue policier, en fait, pour également avoir une action qui est proportionnée par rapport à ce type de manifestation. On a vu aussi, quand il y a eu les manifestants qui se sont collés les mains sur le pont du Mont Blanc, c'est aussi des choses que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. Et encore une fois, on n'a pas en face de nous des manifestants qui sont hostiles à la police. Ils manifestent. Après, nous, quand ils manifestent, il faut qu'on trouve le solvant et puis qu'on sache comment pouvoir les détacher du pont du Mont Blanc. Mais c'est effectivement l'évolution des personnes que nous avons en face et également l'évolution de la réponse policière. Parce que vous comprenez très bien que pour les personnes qui ont collé leurs mains, je ne peux pas travailler comme si c'était des black blocs. Donc là aussi, il y a beaucoup d'échanges qui se font dans toute la Suisse avec les modus operandi divers et variés pour encore adapter, avoir une réponse policière qui soit adaptée. Voilà. Après, on a vu extrémisme violent anti-système. Donc là, par exemple, on a vu la crise des gilets jaunes qui paraît maintenant un petit peu derrière. Mais c'est vrai que nous, ici, d'un point de vue de la police genevoise, on a été à Paris, on a été reçus par des personnes, par des hauts gradés de Paris, on a été également à Colmar pour qu'ils puissent nous expliciter comment on en est arrivé là, comment on arrive en fait à un chaos pareil. Et de l'autre côté, qu'est-ce que la police elle a fait en fait pour y faire face. Et pour nous, c'était extrêmement instructif, mais c'est clair que c'était quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué la gendarmerie et la police, parce qu'en quelque sorte, il y avait aussi un phénomène de la part de la gendarmerie et de la police, un petit peu une solidarisation. C'est-à-dire que la gendarmerie, les policiers, les gendarmes, en quelque sorte, comprenaient les raisons pour lesquelles les personnes elles étaient en train de manifester. Évidemment, ils n'avaient pas de compréhension par rapport aux actes de violence, mais il y avait une espèce aussi de conflit chez eux qui disait, ben voilà, ça peut être nos mères, nos parents, c'est la société donc française, et donc pour eux, il y avait aussi cette idée qu'il était plus difficile d'intervenir. Voilà. Après, terroristes djihadistes, donc on voit la carte où il y a eu des attentats à mouvance djihadiste. Et c'est vrai qu'on a vu que l'éventail des scénarios elle est extrêmement vaste. Vous pouvez avoir des attentats qui sont extrêmement bien planifiés, comme par exemple à Paris, où ils ont décidé d'aller frapper plusieurs cibles en même temps, et ce qui pose pour nous beaucoup de problèmes. Il y a toujours chez nous aussi la peur de ce qu'on appelle le surattentat, c'est-à-dire que vous avez une attaque et puis il y a tout le monde qui arrive sur
place, c'est-à-dire policiers, ambulanciers, et c'est là qu'il y a la vraie attaque. Donc ça, c'est le surattentat, et c'est aussi des choses que nous savons, et c'est des techniques qui sont utilisées dans des zones de guerre, et les personnes qui ont été faire, par exemple, le djihad, ça, ils connaissent très bien, ça fait partie de leur formation, et donc c'est des modus operandi qui peuvent exporter aussi chez nous. Après, vous avez les attentats, comme on dit, nous, low cost, qui sont des attentats avec lesquels vous avez besoin de peu de préparation et peu de moyens, comme par exemple ce qui s'était passé à Nice, avec tout simplement un poids lourd qui a été envoyé dans la foule. Donc ça, c'est le terrorisme dit low cost, pour lequel il n'y a pas besoin de grande préparation. Mais nous, on sait aussi, et c'est pour ça que nous sommes véritablement en contact avec les Belges également, qui, quand ils ont eu leur attentat à Zaventem, à l'aéroport de Zaventem, on a été les voir et on a été dire, mais comment, nous aussi on a un aéroport, puis on a été dire, mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait faux? Et ce qui est intéressant surtout avec les Belges, c'est qu'ils partagent volontiers leurs erreurs. Alors eux, ce qu'ils ont eu avec cet attentat de Zaventem, c'est que vous avez en fait des personnes qui sont donc je crois que c'était trois terroristes qui sont arrivés avec leurs bagages. Et puis ils se sont fait, ils les ont explosés à l'intérieur de l'aéroport. Quand il y a quelque chose qui arrive dans un aéroport et puis vous voulez savoir ce que vous avez fait faux, la plupart des personnes, des services de police, vont chez les spécialistes qui sont les Israéliens. Les Israéliens, avec leur aéroport de Ben Gurion, nous on a été le voir. En fait, on a été voir cet aéroport de Ben Gurion avec tous les systèmes de sécurité et c'est beaucoup basé sur l'humain. Alors eux, ils ont été voir ces spécialistes israéliens avec cette affaire de Zaventem. Et puis les Israéliens leur ont dit, écoutez, franchement, vous aurez dû voir. Je dis, mais voir quoi? Et alors il se trouve que ces personnes, ces terroristes, avaient fabriqué en quelque sorte leur explosif. Et ces explosifs, ils étaient dans les mêmes bagages. Et eux, ils disent, voilà, eux, ils sont très forts. Les Israéliens sont très forts dans tout ce qui est renseignement humain. Donc, ce n'est pas des caméras, c'est l'humain qui voit. Et puis, ils disent, lorsque vous avez des personnes qui ont les mêmes bagages, ou bien c'est une équipe de foot, mais à ce moment-là, vous en avez 11, mais 3, ça ne va pas. Donc, ça, vous auriez dû y réfléchir. Et puis, ils disent aussi, quand vous avez des grands bagages, ça veut dire que vous faites un voyage important, et donc vous avez un sac à dos. Et ces personnes-là, ils n'avaient pas de sac à dos parce que bien évidemment, ils ne partaient pas en voyage. Mais c'est tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de fois, on est sur la technologie et évidemment, je veux dire, quand on regarde ce qu'on peut faire avec le renseignement humain, le renseignement humain va toujours rester. Et nous, c'est vraiment notre défi, c'est de déceler à temps ces personnes, pour éviter qu'elles passent à l'acte. Voilà, jusqu'à présent, je pense qu'on a réussi, mais il ne faut jamais baisser la garde. On parle beaucoup moins d'attentats aujourd'hui, on parle beaucoup moins de problématiques djihadistes, et c'est là que ça devient compliqué. C'est que vous baissez la garde, et c'est là que vous avez le problème. Également, un pan d'activité dans laquelle on est extrêmement présent, c'est tout ce qui a à faire avec la police routière. Donc là, nous n'attendons pas les accidents pour intervenir, mais nous faisons beaucoup de campagnes de prévention routière. Là, par exemple, en 2021, on en a fait 16 000, plus que 16 000. Et beaucoup sur l'état du conducteur, donc voir s'il a bu, s'il est sous l'influence de stupéfiants ou pas. Ça, c'est des CLS, c'est en fait des opérations que nous faisons avec les APM et qui sont centrées sur les seniors. Il y a également tout ce qui a à faire avec, par exemple, les points de contact. Ça, c'est un concept intéressant, c'est-à-dire on demande à chaque chef de poste
de dire dans ton secteur quel est le point que tu considères comme étant sensible, où il y a pas mal de doléances, des problèmes. Et donc, lui, il les identifie et chaque jour, on envoie une patrouille de 2 personnes sur place pour environ une demi-heure pour marquer la présence. Et évidemment, quand il y a des problèmes, on intervient aussi. Mais c'est aussi une façon peut-être différente d'occuper le terrain, mais qui est en tout cas très appréciée. Évidemment, on a fait beaucoup d'opérations par rapport au Covid, beaucoup en 2020, un petit peu moins en 2021, et puis je pense en 2022, on n'a plus rien fait dans le Covid. Quelques chiffres aussi, parce qu'on a été beaucoup sollicité par rapport aux différentes réglementations qui ont été mises en place sous l'égide du Covid. L'année passée, donc en 2021, on avait fait 1459 contrôles. On avait 1203 contrôles pour les isolements et les quarantaines, c'est-à-dire que le médecin cantonal nous donnait chaque jour 10 personnes qui étaient prises au hasard. Et donc, nous, on devait aller voir s'ils respectaient les conditions d'isolement et les conditions de quarantaine. Et parmi ces 1203 contrôles, il y en a juste eu 11 dans lesquels c'était pas respecté. Ce qui était très bien, mais c'est vrai que les gens qui étaient cas contact Covid n'étaient pas peut-être extrêmement emballés de voir la police qui arrive chez eux pour voir s'ils étaient véritablement à la maison. Ici, vous voyez ce que nous avons fait aussi en termes d'amende d'ordre, 61 et en 2020, 1799, et des ordonnances pénales également, 173 ordonnances pénales, et on était beaucoup plus actifs, bien sûr, en 2020, mais il y avait aussi beaucoup plus de dispositions. Procédure pénale, là, on est encore en train aujourd'hui d'y travailler dessus. Plusieurs procédures en lien avec des faux passes Covid, avec plus que 500 personnes qui se sont procurées des faux passes Covid, qu'on a dû identifier et pour lesquelles des procédures pénales ont été engagées. Et également plus que 100 procédures qui sont en lien avec des pré-Covid, c'est-à-dire des personnes qui ont donné des fausses informations pour pouvoir avoir accès à des pré-Covid. Et donc là, c'est toujours des procédures pénales qui sont actuellement en cours. Par exemple. Quelques statistiques sur la criminalité, à quoi on en est ici à Genève. Vous voyez les chiffres à partir de 2012, donc particulièrement réjouissants. Là, à l'écran, vous avez toutes les infractions au code pénal. Et vous voyez effectivement que nous étions très haut en 2012, 66 000, et nous arrivons en 2021 avec des chiffres qui sont bien bas. Je peux vous dire d'ores et déjà que lorsque je fais ma petite conférence en mars 2023, je pense vraiment que ce chiffre très bas de 2021 est dû donc beaucoup au Covid, quand même. Et donc M. Podjal me disait « Non, c'est l'activité de la police ». J'ai dit « Oui, aussi, mais il y a aussi cette question ». De façon tout à fait surprenante, moi je pensais avoir en 2020 des chiffres qui étaient bas. Parce que, je vous rappelle, en mars, on a fermé tous les restaurants, on a également fermé les frontières. La plupart des établissements, ils étaient fermés, et donc nos voleurs, ils étaient un petit peu désœuvrés. Mais c'est vrai qu'après, quand ces restrictions sont tombées, il y a eu véritablement un regain d'activité. Et c'est pour ça que, de façon tout à fait étonnante, en 2020, il y a plus eu d'infractions au code pénal que par rapport à 2021. Et donc moi, intuitivement, je m'attendais vraiment à avoir une année 2020 très basse. Et c'est pas ce qui s'est passé. Mais en général, tout ce que je pensais qu'il se passait, ça ne s'est pas passé. Donc, ce n'est pas le seul. Et puis, je vous montrerai aussi le reste. Oui. Quand même, si on prend 2019, ouais. Il y a quand même 20 000 actes de... C'est ça, oui. C'est pas expliqué. Si. Mais là, on a beaucoup... Bon, quand même, pour les infractions pénales, on est vraiment à la baisse. Hein.
un petit peu partout et vous verrez nos chiffres à partir de 2012. 2011, c'était encore pire hein, parce qu'on avait vraiment une explosion de la criminalité. Là, on est vraiment en baisse constante. Et je dirais, c'est un petit peu, là on a les chiffres globaux des infractions pénales. Et après, si tu permets, quand j'arrive sur les problématiques particulières, je dirais ce qu'on a mis en place pour pouvoir infléchir cette augmentation qui a été très préoccupante de la criminalité. Parce que là, en fait, on a toutes les infractions donc mélangées. J'y arrive. Ça, c'est les infractions de violence domestique. Et là aussi, il y avait une grande attention. À niveau suisse, les gens le disaient, mais ce qui va se passer avec le Covid, c'est qu'on est à la maison et donc on ne va plus pouvoir se supporter et on va se taper dessus. Et non, non, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. On a eu encore moins en fait, de cas de violence domestique qui ont été recensés en 2020 et ces cas descendent encore. Maintenant, quand je présente ça, la plupart des fois, on me dit « oui, mais c'est peut-être dû aux chiffres noirs », c'est-à-dire tout ce qui n'arrive pas à la connaissance de la police. Mais là aussi, il faut dire qu'en termes de violence domestique, on a véritablement beaucoup mis l'attention. Par exemple, vous avez le voisin qui nous appelle. Il dit, voilà, à côté, il y a des cris. OK, alors on intervient. Les gens nous disent, on fête l'anniversaire. Okay, les gens fêtent toujours l'anniversaire quand on intervient. Donc, ils nous disent, on fête ton anniversaire. OK, très bien. Après, vous avez, 3 semaines après, le même scénario. Donc, des cris qui se passent, on intervient, et puis il dit, ah oui, voilà, on avait une petite discussion, et comme ça. À partir de là, le policier, en fait, il regarde le nombre d'interventions qu'il y a eu pour des problématiques de bruit, pour des problématiques de cris. Et puis après, à partir de là, il fait une enquête. Il fait une enquête plus approfondie pour voir si derrière, il n'y a pas une problématique de violence domestique. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que quand on parle de violence domestique, les gens ils voient des lésions corporelles graves, etc., etc. Et la violence domestique peut prendre différentes formes. Vous avez tout ce qui a à faire avec, par exemple, le fait d'insulter, de rabaisser le conjoint, la conjointe. Vous avez également le fait de priver des moyens de subsistance le conjoint, la conjointe. Et si le policier ne pose pas des questions, à ce moment-là, le diagnostic il ne pourra pas être posé. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il est vraiment important, et ça, les policiers, ils le font très bien, de dire, OK, il y a des cas dans lesquels, quand on intervient, le diagnostic, il peut être posé, et des autres cas sur lesquels on doit aller plus donc, en détail pour poser des questions et pour derrière, éventuellement, poser un diagnostic de violence domestique. Et donc, c'est très important. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on a mis beaucoup d'attention, puisque là, en tout cas, pour 2021, on a quand même, sauf erreur, 4 victimes, c'est-à-dire 4 personnes qui sont décédées dans un contexte de violence domestique, dont un homme. Et donc, c'est pas rien, quand même. Voilà par rapport à ça. Mais, oui. Si. Exact. Ouais. Et c'est vrai que quand on parle de violence domestique, d'habitude on parle de victimes femmes. Donc c'est vrai, hein? Donc, la plupart des victimes étant des femmes. Mais c'est vrai que pour les hommes, c'est d'autant plus difficile. C'est d'autant plus difficile d'admettre qu'ils se trouvent dans cette situation. Et donc aussi quand on fait des exposés, on parle de violence domestique, on met vraiment l'attention sur le fait que les hommes doivent aussi se reconnaître et le cas échéant demander aussi de l'aide par rapport à ça. Parce qu'il y a des situations qui nous arrivent avec des victimes hommes qui sont juste catastrophiques. Et aussi parce que de ce point de vue-là, les hommes, des fois, ils ont plus de peine à avouer le fait qu'ils soient victimes de ça.
Alors, voilà. Donc là, cambriolage. Vous voyez, donc ça, je suis quand même, ça c'est un graphique, je suis très fière. Donc, 8000 cambriolages en 2012 et nous arrivons à 3000 en 2021. Donc, après, ce que j'ai fait, c'est que le cambriolage est un délit qui statistiquement est très intéressant parce que pour des questions d'assurance, il y a peu de chiffres noirs, c'est-à-dire que le 99% des cambriolages de tout temps arrivent à la connaissance de la police. Et donc j'ai regardé, j'ai fait les statistiques, et les premières statistiques que nous avions faites, c'est en 1985, c'est-à-dire ce n'est pas moi qui les ai faites, en 1985, et en 1985, on était plus haut que ce que nous sommes maintenant en 2021. Mais pourquoi on est si haut? Parce que quand vous regardez, là vous êtes content parce que ça a baissé, mais les chiffres, c'est quand même pas exceptionnel. Le problème que nous avons de tout temps à Genève, c'est premièrement la richesse. La richesse qu'il y a à Genève, c'est réputé, les gens le savent. Les cambrioleurs le savent. Ils vont cambrioler une maison, un appartement à Genève, il y a toujours une certaine quantité d'or. Ça, c'est quelque chose d'or, c'est-à-dire des bijoux, etc., ou de l'argent. Ça se sait. Et le deuxième problème, c'est le fait d'être insuffisamment protégé. Et ça, les cambrioleurs le savent aussi. Il y a une catégorie qui est un petit peu embêtante, c'est la catégorie verte. Ici, ce sont les vols par introduction clandestine. Qu'est-ce que ça veut dire? En 2021, il y a 555 cas pour lesquels le cambrioleur n'a pas dû faire d'effraction. Il est arrivé devant la maison, l'appartement, et il a juste ouvert la porte ou ouvert la fenêtre ou rentré par un biais comme ça. Il n'y a pas eu d'effraction. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que nous essayons de changer les comportements des personnes pour mieux se protéger. Il y a encore aujourd'hui des façons de vivre dans notre temps. Hein, d'accord? Donc vous allez à la COP et puis vous écrivez je suis à la COP, je reviens à 15h30, comme ça on sait quand elle revient, et puis la clé est sous le paillasson. Donc là il y a tout ce qu'il faut, on l'a. C'est-à-dire pas nous police bien sûr, mais les cambrioleurs. Après il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement fières, et puis ils écrivent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux quand ils sont loin en vacances. Au revoir, je pars de Vendeuvre, je suis loin 2 semaines, voilà. C'est intéressant. Donc nous aussi on dit maintenant faites aussi attention à ça parce que je veux dire c'est tout des choses évidemment qui sont exploitées. Et en face de nous en fait on a nous police genevoise bien sûr on essaye toujours de se tenir à la page, mais en face de nous on a quand même des gens qui sont extrêmement mobiles et qui s'adaptent à beaucoup de choses. Et donc nous aussi maintenant il faut qu'on essaye de mieux nous protéger par rapport à ça. Cambriolage, comment est-ce qu'on a fait pour infléchir un petit peu ça? Avant tout, les cambriolages, c'est les délits sériels par excellence, c'est-à-dire qu'un cambrioleur, il ne va pas seulement faire un cambriolage, il en fait plusieurs, on en a certains qui en ont fait 100, 120, et nous, on a véritablement amélioré ce qu'on appelle l'analyse criminelle opérationnelle, c'est-à-dire le fait de pouvoir lier tous ces cambriolages entre eux, et de pouvoir, par exemple, dire, voilà, là, il y a une série, par exemple, à Versoix, ce soir, on va aller en patrouille plutôt à Versoix pour pouvoir prendre ces cambrioleurs en flagrant délit. Le problème que nous avons de tout temps eu ici à Genève, c'est le fait que le cambriolage, c'est-à-dire le fort de l'action pénale, est à Genève, et ensuite, beaucoup de personnes utilisent la France comme base arrière. Donc, ils descendent de Paris ou de Lyon, ils prennent un petit hôtel en bordure de frontière, ils viennent la journée cambrioler à Genève et ils retournent dans leur hôtel. Donc, vous avez le fort à Genève et vous avez toutes les informations utiles en France. Et donc, c'est là qu'il y a eu la mise sur pied de cette BOM, Brigade opérationnelle mixte, avec ces 3 collaborateurs qui travaillent de l'autre côté de la frontière et qui doivent nous donner les informations pour pouvoir
traiter cette particularité de ce crime qui se passe sur notre territoire et en revanche, toutes les informations qui nous intéressent se trouvent de l'autre côté de la frontière. Pour beaucoup de cas de stupéfiants, c'est aussi la même chose, c'est que nous avons des bases arrières qui sont en France. Un point qui attire véritablement mon attention, ce sont les infractions de violence grave exercées. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il y a dans le code pénal. Hein. La violence grave, c'est une catégorie qui a été faite par l'Office fédéral de la statistique et dans laquelle on a toutes les infractions où on exerce une violence particulièrement intense, comme par exemple les meurtres, les viols, séquestrations, lésions corporelles graves. Et là, même si on a des chiffres qui ne sont pas très très élevés par rapport au cambriolage, derrière, c'est quand même 176 cas dans lesquels il y a eu une violence extrêmement grave qui a été exercée. Et ça, ce n'est pas rien. Et c'est aussi véritablement quelque chose qui attire notre attention. Et là, véritablement, il faut que ça puisse descendre. Les vols sur la voie publique, c'était aussi quelque chose qui était très, très, très élevé. Donc, dans le passé, 2012, on était à 15 000. Ici, vous voyez qu'on arrive à 4 000. On a mis en place aussi une unité qui s'appelle Brigade anticriminalité. Dans sa spécialité, c'est ça. Donc, c'est vraiment, ils sont stationnés d'ailleurs ici au Paquis. Et puis, leur job principal, c'est véritablement de dénicher tous ces voleurs qui, donc, dans le passé, ils nous ont posé pas mal de problèmes. En 2021, qu'est-ce qu'on a comme, je dirais, comme modus operandi qui nous pose des soucis? Ce sont les équipes qui arrachent des montres de luxe. C'est des personnes qui sont extrêmement mobiles. Quand vous avez par exemple une montre qui est arrachée ici à Genève, vous retrouvez la trace des personnes, par exemple en Sicile, en France, en Espagne. Donc c'est véritablement des gens qui écument toute l'Europe et donc extrêmement mobiles. Et donc des fois, il est vraiment important d'avoir la collaboration internationale pour pouvoir les attraper. Après, en 2020, on a eu le phénomène des MNA, des mineurs non accompagnés. C'est des mineurs, des personnes qui se disent mineurs pour échapper à la justice des majeurs, qui venaient chez nous. C'était des polytoxicomanes, c'est-à-dire plusieurs, ils prennent plusieurs substances. Donc quand la police intervient, ils sont extrêmement virulents. C'est des interventions très très difficiles. Et puis surtout, vu qu'ils ont jeté tous leurs papiers, en fait, on a de la peine à savoir d'où ils viennent. Et surtout, qui doit les traiter? Parce qu'eux, ils se disent mineurs, et c'est pour aller dans la filière de la justice des mineurs, tandis que dans beaucoup de cas, on a pu retrouver leurs traces grâce à l'ADN, par exemple, pas l'ADN, aux empreintes digitales, parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient un palmarès qui était juste étonnant. Pour des personnes qui ont 16, 17 ans, 18 ans, ils avaient déjà braqué des convoyages donc, à Paris ou comme ça. Donc, c'est véritablement des gens qui nous ont préoccupés en 2020 et maintenant, ce problème, il est un petit peu moindre, il est vrai. Là également, c'était un petit peu une surprise. Ça, c'est les prévenus qui sont d'infraction contre la vie et l'intégrité corporelle. Le chiffre qui nous préoccupe, c'est l'augmentation des mineurs. Donc, on passe de 176 à 196 mineurs donc, qui sont prévenus d'infraction contre la vie et l'intégrité corporelle. Et là-dedans, vous avez beaucoup le phénomène des bagarres, donc entre bandes. Beaucoup de fois, avec les informations que nous avons de la police de proximité ou de la police judiciaire, on arrive à prévenir ces bagarres, mais beaucoup de fois, on arrive trop tard. Et donc, effectivement, on a déjà eu pas mal de gens qui ont été blessés avec ça. Et ici, je dirais, j'attire votre attention là-dessus, sur ce point. Vous aviez en 2011 deux courbes qui ne devaient jamais se rencontrer. Une des escroqueries
on était comme ça à 500 escroqueries par année. Et tout en haut, vous aviez les vols par effraction, c'est-à-dire les cambriolages, on était 8000. Et au fil des années, vous voyez, les deux courbes diminuent, les cambriolages, et de l'autre côté, vous avez les escroqueries qui augmentent. Et en 2021, vous avez exactement le même nombre de cambriolages que le nombre d'escroqueries. Et la plupart de ces escroqueries sont faites avec un modus cyber. Donc, évidemment, ce qu'on va voir, c'est que c'est les chiffres de la police. Donc, ça veut dire que c'est la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, les gens qui se font hacker, par exemple, s'il n'y a pas eu de préjudice, ils ne viennent pas chez nous. S'ils se sont fait avoir par une arnaque un petit peu grossière, ils ne viennent pas chez nous non plus. Et donc, évidemment, on n'a qu'une vue extrêmement partielle de ce monde, mais c'est sûr que cette courbe, elle va continuer à augmenter, puis je peux vous dire qu'en 2022, elle a déjà augmenté. On a une brigade qui traite, entre autres de ça, la brigade des cyberenquêtes, qui a traité plus que 2000 enquêtes l'année passée. On est sur la criminalité économique, c'est-à-dire les phénomènes de phishing, le phénomène de hackage, de logiciels malveillants, cyberescroquerie, money et package mule, c'est en fait ceux qui transportent virtuellement de l'argent, cyberdélits sexuels, toujours des vieux problématiques aussi de pornographie interdite, des sextorsions, et puis également tout ce qui est cyberatteinte à la réputation et pratiques déloyales. Donc là, on est véritablement au centre d'infractions qui vont prendre véritablement l'ascenseur. Et la dernière chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que Genève, c'est un des centres de compétences à niveau suisse en matière de cyber. Et donc là, on traite pour toute la Suisse romande tout un tas de problématiques. Et la brigade qui traite ça, la brigade de criminalité informatique, je trouve c'est extrêmement séduisant ce qu'ils font. Parce que vous ne pouvez pas apprendre. Vous avez un réseau de personnes qui font la même chose, qui s'échangent les façons de faire. Et aujourd'hui, il y a une façon de faire, demain, il faut la changer. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très mouvant. Là, par exemple, on a IoT, c'est-à-dire... oui, tout à fait. Donc, c'est tous les objets, par exemple, connectés. Et aujourd'hui, on est face à beaucoup d'informations. Et les gars de chez nous, ils savent comment faire, hein, brigade de criminalité informatique. Mais par exemple, vous avez des frigos qui sont connectés, vous avez différents objets. Et puis, il faut également que toute la police, tous les policiers sachent un petit peu identifier ça. Et on est un petit peu dans le même problème qu'on avait à l'époque avec les traces forensiques, c'est-à-dire que les policiers, on a vraiment dû faire une formation poussée, une formation de base, une formation continue pour dire, voilà, sur cette surface, qu'est-ce que tu peux trouver, comment est-ce qu'il faut conserver, comment il faut la rechercher, etc. Donc, on a également tout ce qui est informatique embarqué dans les véhicules. Aujourd'hui, quand vous avez des accidents d'une certaine envergure, ou bien peut-être même pas des accidents, mais des braquages qui sont faits avec des voitures qui sont abandonnées, là, vous avez toutes des données intéressantes qu'il y a dans les voitures, dans les véhicules, qu'il faut exploiter. Et là aussi, on a beaucoup de choses. Évidemment, nos policiers travaillent beaucoup avec les constructeurs des voitures, qui ne veulent peut-être pas tout dévoiler des fois, mais c'est là aussi qu'ils s'échangent beaucoup de données entre eux. Et évidemment, il y a aussi tout ce qui a à faire avec la coordination nationale de la plateforme intercantonale pour les délits sériels en ligne, parce que, comme vous le savez, tout ce qui est cyber ne connaît pas de frontières. Et si on ne met pas toutes ces données ensemble, on arrive là aussi à ne pas avoir une supervision
pas ce qui se passe à Genève, mais de ce qui se passe en Suisse, parce qu'encore une fois, il s'agit de pouvoir constituer des séries en Suisse et de pouvoir faire help. Hein. Il n'est pas content, lui. Voilà, il y a eu un problème de connexion. Je sais pas, je vous touche un peu le câble. On s'est fait... On s'est fait... You have been hacked. On était... voilà, on était juste après. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, notre hacking, c'est très bien. Voilà. Et la dernière chose, les derniers 5 minutes, j'aimerais juste vous parler du diagnostic local de sécurité. Donc, c'est une enquête qu'on effectue depuis maintenant 2003-2004. On pose toujours les mêmes questions, comme ça on peut voir dans le temps comment les différentes questions-réponses elles évoluent. Et on prend un échantillonnage représentatif de la police genevoise et on pose différentes questions sur la sécurité et également sur l'image de la police. Là, vous voyez une image, donc une question qui a été posée sur le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire, on dit, la question c'est la suivante, est-ce que vous vous sentez en sécurité à Genève après 22 heures? Et c'est toujours la même question, depuis 2004, parce que sinon vous ne pouvez pas comparer les réponses. Et là, vous voyez aussi qu'en 2004, on était 32% des gens, elles disaient, après 22 heures, je ne me sens pas tellement en sécurité. Là, évidemment, on avait presque la moitié des personnes qui se disaient pas en sécurité. Et en 2020, on est en train d'avoir un petit peu les mêmes chiffres que nous avions en 2004. Et ceci est aussi dépendant de l'évolution de la criminalité, bien entendu. Évolution de l'image du travail de la police. Donc, on demande, est-ce que vous pensez que la police genevoise travaille bien? Question. Et là, et c'est là qu'ils posent la question, ils disent, mais est-ce qu'il est anonyme, ce formulaire? Pas qu'on les retrouve après. Donc là, vous avez 73% des gens en 2004 qui disaient, oui, on a une bonne image du travail de la police. Et on arrive en 2020 à 90%. Mais aussi, moi, ce sondage, je ne le fais pas comme ça pour dire « Ah, super, on a augmenté ». Parce que ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi, à un certain moment, on a une bonne image et pourquoi on a une mauvaise image. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, les gens ils disent « On a une bonne image de la police et on a une mauvaise image ». Parce que toutes les personnes qui ont répondu, il y en a certains qui n'ont jamais eu affaire à la police genevoise. Alors, qu'est-ce qui fait, à un certain moment, qu'ils ont cette image ? Et il y a un critère, il y a plusieurs critères, mais le critère principal, vous savez ce que c'est? Le critère principal, c'est l'équité de traitement. Si les gens pensent que la police genevoise traite tout le monde de la même façon, c'est-à-dire personnes âgées, les jeunes, indépendamment de femmes, hommes, âgés, jeunes, etc., etc., à ce moment-là, ils pensent que la police genevoise a une bonne image. Et donc, c'est là-dessus, en quelque sorte aussi, vous voyez, ça va de pair avec l'opinion sur l'équité de la police. Si les personnes pensent qu'on traite toutes les gens d'une façon équitable, à ce moment-là, ils vont avoir une bonne image de la police. Et c'est là-dessus aussi que nous avons travaillé avec, en formation de base, en formation continue, et également quand on fait des retours d'expérience, on ne parle pas seulement de l'opérationnel, on parle également de l'attitude, on parle aussi de tout ce qui fait le travail de policier. Donc je dirais que c'est quelque chose, c'est des résultats à la fin qui sont quand même satisfaisants parce que vous voyez à un certain moment qu'on essaye d'infléchir les choses. Parce que, je peux vous dire, en 2007, quand j'ai vu 40% des gens pensent qu'on traite les gens de la même façon, ça veut dire que 60% pensent qu'on est très discriminant. Et ce n'était pas quand même exceptionnel comme vision de la société, parce que vous pouvez avoir des bons chiffres de criminalité, mais si encore une fois la police n'adhère pas, je veux dire, si la population n'adhère pas à ce que la police elle fait, c'est vrai qu'on n'est quand même pas dans la cible.
Voilà. Et à la fin, la question qui a été posée, c'est de dire, est-ce que pour vous, à Genève, la sécurité est le problème numéro 1 ? Donc, en 2004, il y avait plus ou moins 38% des gens qui disaient, oui, c'est le problème numéro 1. Et en 2020, vous avez en fait environ 18% des gens qui disent, c'est le problème numéro 1. Et là, il y a une autre question aussi. On pose la question de dire, est-ce que de façon générale, la sécurité est un problème ? Et là, on avait en quelque sorte pas mal de gens qui pensaient comme ça. Et là, on a quand même moins de gens qui voient la sécurité comme étant un problème général ici à Genève. On aura les chiffres de 2023 et donc on verra comment les choses elles ont évolué parce que pour le moment, en quelque sorte, on est sur une pente montante et puis tout à coup, vous avez des résultats qu'il faudra aussi interpréter et surtout après regarder comment on peut mieux faire par rapport à ça. Et le but étant toujours le même, mieux servir la population de notre canton. Voilà, donc j'arrive au bout. J'arrive au bout de la bonne heure qui m'a été donnée. Est-ce que tu prends quelques questions? Mais bien sûr, bien évidemment. Les questions. Alors, j'en lance une première. Tous ces chiffres, ça fait 16 ans que tu es à la tête de la police genevoise. Et donc, on voit que depuis 16 ans, qu'est-ce que tu as utilisé comme méthode? Ça marche comme ça? Alors, c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai fait depuis 2012. Parce qu'avant, c'était quand même... Donc en 2011, on a vraiment eu cette explosion de la criminalité, ce qui a fait qu'on a vraiment dû se redéployer pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. En 2011, on a eu des chiffres. Donc en 2012, là, on avait des chiffres très, très hauts. En 2011, c'est encore pire. D'accord. Mais ce n'est pas de la censure, mais c'est simplement parce que je prends les 10 dernières années. Et c'est vrai qu'à un certain moment, il fallait quand même diagnostiquer le mal. Est-ce que, en 2011, on avait une structure de la police avec gendarmerie, police judiciaire, police internationale, que je trouvais en fait extrêmement rigide. Et donc, moi, c'est vrai qu'avant de travailler à la police, donc ici genevoise, j'ai travaillé 7 ans à la police de Zurich. Et les choses, elles sont quand même donc, très différentes. Il y a, je dirais, beaucoup plus de collaboration entre les différents services. Et c'était aussi quelque chose qui était à la base des réflexions que nous avons faites dans le cadre de la loi sur la police. Parce que le but aujourd'hui, c'est d'avoir une loi qui soit attractive, déjà maintenant, mais pour les générations futures. Et aujourd'hui, on a vu que déjà, on n'a pas de problème de recrutement. C'est quelque chose de très positif. On a beaucoup trop de dossiers, beaucoup de dossiers. On peut vraiment choisir. Mais on est aussi face à une autre génération. Et je pense aussi que par rapport à cette génération, on doit montrer qu'on est beaucoup plus flexible. La police, quand moi je suis arrivée à la tête, les méthodes de management, c'était un peu vieux quand même. Je suis arrivée, c'était juste donc, après Madame Schpery, juste avec Moutineau. Voilà. Et je veux dire, la police, on avait, la gendarmerie, la police judiciaire, on avançait avec le numéro matricule. Donc, il y avait un numéro qui vous était donné quand vous entrez à la police. Et puis après, dès que les autres partaient, vous preniez votre place et tout et tout. Et à un certain moment, il est question de dire on a des carrières à la police intéressantes, mais à un certain moment, il faut quand même qu'on fasse des efforts.
On doit postuler à des places, on doit aller se montrer, on doit faire des entretiens, même si c'est à l'intérieur de la police, c'est pas grave. Mais en quelque sorte, il faut pas avoir un plan de carrière déjà défini. Les gens savaient, ils me disaient « Ah oui, en 2012, je vais passer ce grade, en 2017, ça ». À un certain moment, c'était, je pense, aussi autre chose qu'il fallait faire d'un point de vue de la gestion du personnel. Donc, on a déjà introduit ça. Et puis aussi le fait que dans une carrière, aujourd'hui, les jeunes, et on les voit en fait, hein, ils rentrent, puis après ils disent « Ah oui, j'ai fait la police judiciaire, ah maintenant j'aimerais bien aller à l'aéroport, et puis ouais, pourquoi pas faire les groupes d'intervention, et puis après on pourrait faire un peu de police secours, et puis entre-temps il faut diminuer le temps de travail, hein, parce que c'est quand même important de s'amuser encore un petit peu. » Donc aujourd'hui on voit que c'est autre chose, et aujourd'hui c'est vrai qu'avec la grandeur de la police que j'ai, je peux répondre à ça, mais quand je discute avec mes collègues qui sont à la tête de polices beaucoup plus petites, et c'est beaucoup plus difficile de donner suite aux demandes. Par exemple, maintenant on dit femmes, parce que la plupart des fois c'est des femmes qui demandent des temps partiels, mais il y a maintenant aussi énormément d'hommes qui les demandent pour des questions familiales ou tout simplement pour des questions de confort. Et donc moi j'ai une organisation, je peux y donner suite. Mais dans une organisation plus petite, comme la police de Neuchâtel ou la police du Jura, c'est beaucoup plus difficile d'être agile pour pouvoir peut-être donner satisfaction au personnel, puisque je pense aujourd'hui, dans le passé, quand vous rentrez à la police, vous restez à la police. Aujourd'hui, je crains qu'ils viennent, ils regardent un petit peu, ils font, pas de souci, mais dès qu'il y a peut-être quelque chose ailleurs, ils vont voir ça ailleurs. Oui, alors pendant le Covid, c'était compliqué parce que, voilà, les policiers, effectivement, le travail ne se fait pas en télétravail, ça c'est sûr. Donc le personnel administratif, oui, il y a à la limite certaines tâches policières que nous pouvons faire en télétravail, mais je veux dire, non, on doit être là. Je m'appelle Laura Cantini. Je te remercie de tout cœur, Elsa, d'avoir invité la colonelle aujourd'hui, parce que je meurs d'envie de lui poser une question. Pourquoi? En juin 2021, il y a une année, nous avons tous vécu le sommet Biden-Poutine. J'étais assise tranquillement à la maison, à regarder tout ça sur Internet. Et je dois dire que c'était phénoménal comment cette journée s'est passée à Genève. Et puis, c'était la semaine d'après, notre colonel figurait sur la première page du GHI à côté du président Biden. Et j'étais fière d'elle, à tel point que j'ai gardé le GHI. Et je voulais lui demander comment c'est de rencontrer le président Biden en personne ici à Genève. Ah, alors je peux vous le dire comment c'est. Monsieur Biden, donc c'est, comme tout le monde le sait, c'est un politicien. Monsieur Poutine, il est plutôt militaire. Voilà. Ce qui fait que quand M. Biden, et en général c'est très américain ça, quand ils viennent sur territoire, ils veulent rencontrer les responsables de la sécurité. Et donc c'est lui qui a demandé à me voir, mais pas parce que c'est moi, mais parce que je suis responsable de la sécurité. Donc c'est quelque chose qu'il le fait, hein, qu'il fait partout. Et je peux vous dire que c'est très impressionnant dans le sens que vous avez un briefing d'un quart d'heure. Vous avez un briefing d'un quart d'heure avec
vous disent, écoutez, il y a le scotch, là vous ne le voyez pas parce qu'il y a le scotch, vous devez vous mettre où il y a le scotch. C'est lui qui vous dit ça. Non, non, c'est les services, c'est ces services qui me disent, voilà. Donc vous me voyez peut-être un peu rigide, mais parce que je devais être là. Et puis après, elles vous disent, écoutez, par exemple, il ne faut pas parler de politique. Je dis, bah, ce n'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Pas l'insulter non plus, bah, ça non plus. Ce n'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et puis, donc ça fait partie un petit peu aussi de sa façon en fait, de faire. Et j'ai pu échanger sur Genève. Et c'est là qu'il me dit « Oh, I will come back ». Puis j'ai dit « Oh, bon, vous êtes sûr ?» Et non, c'est en fait comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que les Américains, ils aiment bien rencontrer les personnes qui sont en charge de la sécurité. C'est vrai que ce soit en fait les représentants russes ou bien les représentants américains, on a donc toute l'année on a des bonnes relations avec eux. Et c'est vrai qu'ils ne se méfient pas tellement de nous non plus. Hein. Et donc, quand il y a un service de sécurité qui est mis en place, les personnes de Genève, donc les policiers de Genève, ils sont dans des places qui sont très intéressantes, très proches du président aussi, parce qu'effectivement, il y a quand même une confiance, encore une fois, et avec les Américains et avec les Russes. Donc M. Poutine, quand il est venu le jour même, donc le 16, il a été à son rendez-vous avec M. Biden, il a fait sa conférence de presse, puis il est retourné. Donc c'est effectivement une autre façon de voir, parce que lui, voilà, il est militaire, il va à son objectif, il revient, tandis que là, c'est une autre façon d'incarner la fonction. Tout à fait. Bonsoir Madame la Commandante, Pierre Hafner. Je voulais vous dire d'abord, formidable administration d'après tous les graphiques que vous nous avez montrés, je peux que vous féliciter. Et attendez, c'est pas la question. Je pensais bien. Pardon? Je pensais bien qu'il y avait une suite. Non, mais la question n'est pas méchante du tout. La question, vous avez montré un graphique dans lequel vous avez montré qu'en 2021, je crois, il y a eu une explosion des attaques ou des violences très fortes, très graves. Il y a eu un saut de pratiquement 30 ou 40%, je crois. Et je vous demandais si vous saviez pourquoi il y avait cette explosion de violence après l'histoire du Covid. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je vous ai dit effectivement que j'étais préoccupée par la chose, mais ce n'est pas suffisant d'être préoccupé. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place. Ce graphique reflète beaucoup la problématique des couteaux et des bagarres au couteau. Il y a beaucoup de ça là derrière. Beaucoup de ça. Et dans cette catégorie, il y a aussi la catégorie des viols, où là aussi on a un pourcentage qui n'est pas négligeable de viols qui finissent là-dedans. Mais c'est vrai que derrière tout ça, il y a ces agressions qui se font, beaucoup le week-end en sortie de boîte. Et donc, nous, on essaye véritablement d'être bien présents le week-end, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. On sait aussi que les sorties de boîte, c'est les sorties c'est des moments qui sont délicats. Et donc, on essaye véritablement d'avoir une présence policière pour pouvoir, le cas échéant, intervenir, voire effectivement empêcher que ça se passe. Donc, c'est un petit peu une logique d'occupation du territoire que nous mettons en place pour essayer d'infléchir cette courbe qui est quand même préoccupante parce que c'est vraiment de la violence grave exercée. Et si je peux ajouter une question, dans les délits, je ne parle pas des délits de circulation et des choses comme ça, mais dans les délits plus graves, est-ce que vous arrivez à déterminer de quelle origine, je suis désolé de poser une question comme ça, Oui.
les délinquants ou les Mhm. malfaiteurs, Ouais. les gens inculpés. Mhm. On va arrêter parce qu'inculpé, c'est autre chose. Ah oui, 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 tout à fait. Donc, on a, donc, c'est vrai que dans ces statistiques policières de la criminalité, il y a également les origines des personnes. Et c'est aussi quelque chose, en fait, qui est important. Parce que quand on parle, vous savez, de nationalité, il y a toujours tous ces débats de dire c'est discriminatoire, de dire qu'une certaine personne est d'une certaine nationalité. Mais je veux dire, le point pour moi, j'ai toujours dit, c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, par exemple, vous avez des mécanismes pour expulser les personnes que, suivant la nationalité, vous ne pouvez pas utiliser. Et donc, je dirais que la nationalité, pour nous, elle est quand même importante pour savoir les moyens que nous avons à disposition pour lutter efficacement contre ces personnes. Donc, ça dépend, comment dire, ça dépend un petit peu des infractions. Et c'est vrai qu'on a quand même donc, des cas de figure très différents suivant l'infraction à laquelle nous sommes confrontés. Parce que, par exemple, si vous êtes dans le cadre du trafic de stupes, vous avez beaucoup de auteurs qui sont d'origine africaine ou d'origine des Balkans, par exemple. Tandis que si vous êtes sur des vols, on avait eu dans le passé beaucoup de voleurs qui étaient d'origine du Maghreb. Oui, et aussi avec les difficultés que ça nous posait, parce que les gens disaient, mais bon, vous ne luttez pas efficacement contre ces personnes parce qu'elles sont toujours là. Et c'est vrai que suivant d'où elles viennent, on ne peut pas les renvoyer chez eux. Et donc, je veux dire, cette histoire de nationalité a quand même son importance quand on traite de criminalité. Mais, Madame la commandante, pardon. Il y a peut-être d'autres questions, pardon. Non, mais c'est juste pour poursuivre. Il y a une autre question? Ah oui, d'accord. Bonjour Madame la commandante, Florence Raymond. J'ai vu dans votre graphique que vous disiez qu'au niveau recrutement, vous étiez arrivé à un chiffre qui allait bien. Je me demandais si j'ai entendu par les bruits de couloir qu'il n'y avait pas assez de policiers, présence policière à Genève. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou vous allez encore recruter du monde et mettre des policiers, plus de présence policière justement pour la violence? Oui, alors aujourd'hui, en fait, donc on a fait dans le passé des demandes d'augmentation d'effectifs qui nous ont été octroyées. Après, vous savez que quand on vous octroie des augmentations d'effectifs, ben, vous devez les recruter. Vous devez leur faire faire l'école, et l'école est sur 2 ans, donc il y a quand même une inertie avant que vous puissiez utiliser tous ces postes supplémentaires qui ont été octroyés par le Parlement. Aujourd'hui, j'arrive au bout, en fait. Je n'ai plus de postes disponibles. Et par conséquent, les personnes, donc il faut que... j'ai d'ailleurs demandé quelques postes supplémentaires. Mais c'est vrai que les écoles de formation, aujourd'hui, elles vont être remplies par des personnes qui partent à la retraite. Donc par les postes de ceux qui partent à la retraite. Mais aujourd'hui, en tout cas, tous les postes que j'ai, ils sont occupés. Ouais. Et puis c'est vrai que je suis quand même aussi contente parce qu'on voit que les jeunes sont intéressés par le travail de policier. Mais je pense aussi, un petit peu en discutant avec eux, que donc quand moi j'ai fait l'Uni avec les dinosaures. Donc c'était une licence universitaire en sciences forensiques, 4 ans. Et puis après, j'ai fait une thèse de doctorat. Après, il y a le modèle de Bologne qui est arrivé, qui est un modèle beaucoup plus souple. Et aujourd'hui, en fait, quand vous voyez les CV des gens qui postulent à la police, ben, ils ont fait leur bachelor, ils ont fait un master en ci, ils ont fait un master en ça. Et dans leur tête aussi, l'école de police, c'est peut-être juste un master en plus. Quelque chose comme ça. C'est un puzzle de la formation qui est différent de ce que nous on avait, de la perception que nous on avait de ça. Et beaucoup, quand ils postulent, ils nous disent aussi, écoutez, maintenant, moi, j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait ma licence en lettres, j'ai fait ma licence en droit, maintenant, je veux rendre à la société ce qu'elle m'a donné. Elle m'a donné la possibilité de faire ci, de faire ça. Donc, on a aussi des profils qu'on n'avait pas avant, beaucoup de profils universitaires, aussi des profils
profils assez hétéroclites, des danseurs étoiles, des choses. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est aussi, c'est bien parce que vous voyez qu'on arrive vraiment à recruter dans toute la population et le but quand même de la police genevoise, c'est d'être le reflet de la population. Tu veux dire que ce n'est plus un sacerdoce d'entrer à la police, c'est-à-dire avant on entrait et on partait à la fin, parce que maintenant les gens entrent et repartent plus. Alors, on est juste au début de mes expériences avec cette nouvelle génération. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que leurs carrières, elles sont beaucoup moins linéaires de ce que nous on a. Hein. Je dirais, les CV que je lisais au début de mon mandat, ils sont très différents de ce qui arrive aujourd'hui. Voilà. J'ai une petite question, justement, vous parlez des effectifs qui sont un peu limités, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de patrouilles de sécurité privée qui tournent sur Genève. Qu'est-ce que vous pensez peut-être de collaborer sur certaines choses avec le privé, notamment dans l'intervention pour légitime défense? C'est tout à fait. Mais nous, je dirais, avec les services de sécurité privée, je trouve que on collabore bien. Il y a donc moi j'ai des contacts assez réguliers, bon, avec des boîtes, avec des grandes boîtes, hein, donc Securitas, Protectas, Securitas Direct, etc. Et c'est vrai que c'est des échanges qui sont donc très intéressants parce que ils ont aussi des centrales d'engagement comme nous, ils ont aussi de la vidéosurveillance, ils ont aussi des informations intéressantes à nous donner. Donc voilà, et je pense aussi sur place. Maintenant, moi, je n'ai pas véritablement reçu des plaintes par rapport à comment travailler avec la sécurité privée, mais je suis d'accord avec le fait qu'on est peut-être un petit peu juxtaposé, c'est-à-dire les boîtes font, nous, en fait, on fait en parallèle, des fois on se rencontre, mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être la possibilité d'aller plus en profondeur, peut-être plus en profondeur là-dessus, ça c'est possible, c'est vrai. Je pense aussi, je vais dans ce sens-là, notamment j'ai travaillé avec une société de sécurité, on travaille beaucoup au Lignon, et on sait qu'au Lignon on faisait beaucoup la sécurité là-bas, la police n'y allait pas parce que voilà, avec les jeunes c'était pas très diplomate, mais on y était tout le temps dans les cars, on se baladait avec eux, enfin on se baladait pas avec eux, mais on les croisait partout et je pense que travailler plus solidement ça pourrait être sympa. C'est vrai qu'on se voit beaucoup lorsqu'il y a des grands événements, Watch and Wonders ou même Biden-Poutine ou comme ça. C'est vrai que là, on a vraiment une bonne collaboration ensemble. Et d'ailleurs, pour Watch and Wonders, on est dans le même PC en fait, hein, sécurité privée, sécurité publique. On est tous sur le même but hein, quand même. Alors, Madame la Commandante, j'ai peut-être une petite question pour rebondir un peu ce que vient de dire notre ami. On vient de dire que la sécurité privée, comme on parlait du Lignon, on parle de sécurité privée qui augmente leur effectif toujours plus. Est-ce qu'on peut penser que la ville de Genève n'est plus capable d'assurer la sécurité de la population du fait que les gens doivent sincèrement prendre la sécurité privée? Ben, nous, on a, nous, quelque part, on se déploie sur tout le territoire, hein, sur tous les territoires. Et donc, en quelque sorte, notre offre, elle est connue. Maintenant, c'est clair qu'il y a des secteurs où il y a des endroits où les personnes veulent plus de sécurité. Et à ce moment-là, c'est vrai que jusqu'où on va. Nous, à un certain moment, on sait, on peut dire, voilà ce qu'on fait. On peut dire combien de patrouilles on met, comment on intervient. Mais
Après, si une certaine commune veut engager un service de sécurité privée, c'est clair qu'il peut le faire. Il y a beaucoup de personnes aussi qui engagent des sécurités privées, ne serait-ce que pour des problématiques de parking, parce que c'est sur un domaine privé où nous, on ne va pas. Tout simplement, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, en fait, hein, mais parce qu'on n'est pas tout à fait compétent. Donc voilà, mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu la même question d'avant. C'est vrai qu'en ayant en quelque sorte plus d'effectifs, il serait aussi possible d'avoir en fait aussi plus de présence policière. Mais encore une fois, quand je montre un petit peu ce que nous faisons au jour le jour et par quelle mission nous sommes pris, et surtout ce qui va nous arriver dessus avec toutes ces problématiques cyber où nous sommes au balbutiement. Donc là, très probablement, on devra faire des choix donc à la police de bascule d'effectifs, puisque s'il y a certaines problématiques, par exemple cyber, qui deviennent plus criants, à ce moment-là, je devrais vraiment détourner des effectifs là-dessus, à défaut d'avoir des effectifs supplémentaires. Et encore une fois, quand je vous ai montré la densité policière, c'est vrai qu'on est déjà pas mal, mais donc une grande partie, elle est prise par exemple, le milieu diplomatique ou le milieu aéroportuaire. Donc, en quelque sorte, elle n'est pas sur le terrain où vous voudriez l'avoir. Mais oui, plus d'effectifs policiers, j'ai du travail aussi pour eux, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Alors tu sais que tous les conférenciers qui viennent sont très contents parce qu'on leur donne la baguette magique. Elle est à toi, tu en fais quoi maintenant, tout de suite? Ah, vous me donnez la baguette magique. Tu fais ce que tu veux avec. Oh. Et je dois le dire? Tu règles. Tu règles quoi? Tu règles. Je réglerai quoi? Ben, j'espère que quand vous êtes rentré ici, vous aviez peut-être une certaine idée de la police genevoise. J'espère qu'en sortant, vous en avez une plus complète, voire meilleure. C'est modeste. C'est quelque chose de modeste, mais c'est aussi, j'aime bien aussi donner ces petites conférences en quelque sorte, parce que j'aime bien aussi échanger avec les gens et écouter ce que les gens ils ont à nous dire et voir en fait si on peut améliorer les choses ensemble. Je pense que la police doit aussi descendre dans les quartiers, doit descendre dans la population, doit écouter les gens. Et c'est vrai qu'avec ces échanges, ça me permet aussi de prendre un petit peu la température, hein, même si j'ai fait des conférences face à des publics qui étaient moins conquis que ça. Je reviens dans une année pour nous dire l'évolution. Merci beaucoup. Je te laisse t'asseoir. Je fais quelques annonces prochaines. Oui. Et ensuite, on se retrouve à l'entrée pour les photos, si vous voulez bien.